Bonjour à tous, bienvenue pour cette matinée qui démarre un petit peu en retard, mais on va essayer de faire avec. Je me présente, je m'appelle Émile Loge de l'agence Nova7. On travaille sur des projets d'innovation de services et sur des stratégies territoriales. Mais aujourd'hui, je suis chargé d'animer ce temps d'échange entre nous. Je vais très rapidement faire quelques présentations. Nous avons deux invités qui arrivent dans ce territoire pour apporter des témoignages sur ce qui se passe ailleurs et leur vision de ce qui se passe dans d'autres territoires. Donc Thierry Marcoux, qui est à ma gauche, qui travaille à la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui est un think tank sur le numérique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est en particulier responsable des programmes qui concernent la ville. Et donc, qu'est-ce que le numérique et les pratiques autour du numérique changent dans la ville? Et notamment, le dernier travail qu'il a mené s'appelle « Alléger la ville ». Je vous laisse imaginer ce qu'il peut y avoir derrière ce terme. Un autre invité extérieur, Gwendal Briand, qui vient de Bretagne, de Brest, qui a fondé l'association Colporter, qui est une association qui travaille sur les pratiques collaboratives dans les territoires. Ils font de la capitalisation d'expérience, ils accompagnent des projets sur ce genre de sujet. Après, nous avons deux locaux de l'étape. Philippe Barre, qui est assis sur le canapé à côté de Thierry, qui est un des instigateurs et un des fondateurs Darwin Ecosystem, mais qui est aussi dirigeant de l'agence Inoxia et du groupe Evolution. Autre local de l'étape, nous avons Jean-Marc Hoffner, tout en face de moi de l'autre côté, qui est directeur de l'agence d'urbanisme ici, et qui nous témoignera aussi des dynamiques locales sur ces problématiques d'économie collaborative dans les territoires. Comment est-ce qu'on peut produire la ville de manière collaborative aussi. Et puis, nous avons donc une salle bien remplie. Je fais les présentations dans les deux sens, parce que justement, je vais vous donner un petit travail à faire d'emblée. Je proposais qu'on fasse cette table ronde sur un mode un peu collaboratif pour vous associer, et que presque qu'on commence par des questions. De quoi est-ce que vous avez envie qu'on parle ? Je vais vous dire en deux mots d'abord ce qu'on a prévu de dire, ce sur quoi on est compétent. Mais après, on fera un tour de questions pour démarrer, et puis après, chaque intervenant pourra apporter son éclairage en essayant de répondre à vos questions autant que possible. Donc on va co-créer la table ronde avec vous. Donc commencez à réfléchir. Ah bah, vous avez déjà... Juste, je vous laisse réfléchir, je dis juste deux mots sur... comme ça, gardez vos questions, essayez de les formuler. On prendra quelques questions dans 2 minutes. Donc, ce sur quoi on a prévu de travailler, le thème de cette table ronde, c'est l'économie collaborative et les territoires. Et on voulait aborder deux questions à travers ça. D'une part, qu'est-ce que l'économie collaborative apporte à un territoire, et du coup, pourquoi est-ce que ça devrait intéresser tous les acteurs du territoire, les collectivités y compris. Qu'est-ce que ça apporte à un territoire, cette économie collaborative? La deuxième question qu'on voulait aborder, c'est finalement, du coup, qu'est-ce qu'un territoire peut faire pour cultiver cette économie collaborative en son sein, devenir un terreau favorable à l'émergence de projets d'économie collaborative sous toutes ses facettes. Ce qui me paraît particulièrement intéressant dans cette problématique, c'est qu'on est face à une économie très multifacette. Pour tous ceux qui étaient là hier, il y en a beaucoup qui étaient là hier ou... Oui, j'imagine. Il y en a qui n'étaient pas là hier. Quelques-uns aussi. Donc je vais me permettre du coup pas de faire un résumé de ce qui s'est dit hier, mais d'illustrer ce qui m'a marqué dans cette journée d'hier, c'est la diversité de cette économie collaborative et les passerelles et les ponts qu'elle peut tisser entre des choses qu'on oppose d'habitude. Dans l'économie collaborative dont on a parlé, on a vu des startups toutes jeunes qui créent un site internet pour faire du partage de particulier à particulier. On a vu des acteurs de l'économie sociale classique qui réfléchissaient à évoluer dans leur pratique. On a vu
des territoires et des collectivités qui pratiquaient des modes d'organisation collaboratifs, des grandes entreprises aussi qui réfléchissaient à ce type de problématique. Donc on a vraiment une grande diversité, et cette économie collaborative, elle tisse des passerelles entre la création de valeurs marchandes et la valeur non marchande. D'habitude on les oppose, et là on voit des projets qui allient les deux. Elle tisse des passerelles entre la propriété publique et la propriété privée, en inventant les biens communs. Ce qu'a entendu Michel Bowens hier, il insistait sur l'émergence de cette thématique-là. On a aussi vu qu'on oppose d'habitude l'individu consommateur et l'entreprise qui produit des biens et des services. Et là, on a vu qu'on avait des individus qui étaient aussi contributeurs, qui pouvaient aussi produire des services, voire des biens, et les partager avec d'autres. Donc voilà, moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est de voir cette diversité de l'économie collaborative et les nouvelles possibilités qu'elle offrait à un territoire, à une dynamique locale. Et c'est de ça dont on va essayer de parler aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment crucial pour un territoire de développer, de fertiliser ce type d'économie. On va essayer de vous montrer des exemples concrets de ce que ça apporte à un territoire de fonctionner sur ces modes collaboratifs. Et puis après, du coup, dans un deuxième temps, on va essayer de se poser la question de comment est-ce qu'on peut faire pour que ça prenne, que ça se développe, que des gens changent de pratique, sans forcément faire la révolution, remettre en cause nos modes de fonctionnement et les structures existantes, mais plutôt faire avec les structures existantes, faire avec les énergies, les habitants, les entreprises, les collectivités du territoire. Voilà ce qu'on avait prévu de partager avec vous. Mais comme je disais à l'instant, on a aussi envie de répondre aux questions que vous vous posez, à des interpellations que vous pouvez faire. Donc je vous cède la parole dès à présent. Est-ce qu'il y a des questions, des interpellations ? Eh bien, donc Jean-Michel Ségard, citoyen, j'ai déjà une petite interpellation juste sur ville, territoire et économie collaborative. Vous l'avez parlé, il y a quelque chose qui est implicite, mais j'aimerais bien que l'on parle citoyen dans la ville, sur un territoire, qui participe et qui contribue à l'économie collaborative. Il est important effectivement que dans ce cadre-là, si on met les acteurs, c'est vrai que les territoires, une structure en elle-même ne fait rien. Ce sont les gens qui sont dans la structure, qui partagent le territoire. Et moi, j'appelle ça les entités humaines. Et à ce niveau-là, on peut revenir après sur les organisateurs et facilitateurs qui doivent améliorer les conditions de vie des populations, que sont les acteurs institutionnels. Comment organisent-ils leur territoire ? Est-ce qu'il est pertinent ou est-ce qu'il n'est pas pertinent? Ça aussi, c'est autre chose. Et parce que j'ai l'impression qu'avec la réforme territoriale, on a aggloméré des blocs qui ne sont pas du tout cohérents. Et donc, on n'a pas des entités humaines qui se reconnaissent en un lieu géographique. J'aime bien dire, pour terminer, sur une entité humaine, on fait des citoyens. Dans une entité administrative, on fait des administrés. Voilà. Merci de cette interpellation. Effectivement, on va garder ça à l'esprit. Dans le terme territoire, on y mettait toute une série de choses. Derrière les territoires, il y a bien sûr des administrations, des collectivités qui les gèrent. Mais un territoire, c'est aussi un lieu, des espaces géographiques, des lieux. Mais c'est aussi des gens qui y habitent, qui y travaillent, qui y vivent, qui y passent, des entreprises, des associations, des organisations en tout genre. Donc il y a la dimension humaine. Dans le terme territoire, on l'entendait au sens large. Mais vous faites bien de nous interpeller sur ce sujet. Bon. Pardon. Oui. Bonjour. Question. Excusez-moi, je passe avant quelqu'un d'autre ou... Non, j'attends. Allez-y. Bon, oui, Jean-Pierre Augustin de l'Université de Bordeaux 3, du CNRS. Oui, juste une question. En fait, je reprends l'idée d'alléger la ville. J'aimerais bien qu'on insiste aussi sur ce thème-là. Donc, c'est l'un des intervenants qui a réfléchi sur cette question, puisque la remarque qu'on peut faire, ou les questions qu'on peut poser, c'est est-ce qu'on allège ou est-ce qu'on multiplie en tentant donc de tisser des liens? Est-ce que ces liens multiples allègent ou au contraire peut-être complexifient encore une ville qui l'est déjà beaucoup? Merci. Vous êtes interpellé par le thème de travail de mon voisin de gauche. Donc, je le laisserai dans ses interventions répondre à vos interrogations. Oui, bonjour, Christian Weiler, architecte. Il y a une question que je me pose, que je recule un petit peu par rapport au sujet. J'ai l'impression que cette
façon de raisonner l'économie, quelque part à voir avec une nouvelle dynamique. Les individus qui antérieurement ont été engagés dans des structures plus importantes, qui ont perdu un petit peu pouvoir sur la matière qui les entoure, leur maison, leur boulot, leur contrat, qui cherchaient plus de liberté et plus de contrôle sur leur environnement. Et donc, du coup, on arrive à une économie aujourd'hui où des entités plus petites peuvent s'engager entre eux pour arriver à une nouvelle façon d'échanger avec des marges à récupérer quelque part, sinon ce n'était pas une économie. Mais avec toute cette, je dirais, petite échelle, est-ce qu'on arriverait aussi à pérenniser la propriété dans le sens où un utilisateur avec son objet peut arriver à avoir une relation durable pour qu'il prenne aussi responsabilité de sa qualité dans la durée. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer. Il y a d'un côté quelque chose qui s'explose dans une multitude de petits acteurs, et donc on perd un petit peu la notion peut-être de public ou de privé, mais de collectif qui prend soin de quelque chose pour que les citoyens participants initiateurs soient aussi ceux qui soient responsables de la pérennité, de la qualité de ce qu'on réalise. Effectivement, ça c'est une des autres passerelles que cette économie collaborative essaye de créer entre des individus éclatés qui travaillent de leur côté, qui ont leur comportement de consommation, de production, et puis du collectif complètement organisé. Je pense que la place du collectif est intéressante à explorer, effectivement. Jacques Schmitt, projet The Bridge. J'aimerais bien entendre parler de la collaboration avec les habitants. Et en particulier, comment est-ce qu'on tient compte de ce qui se fait dans des pays européens comme la Hollande, ou les pays nordiques ou l'Allemagne depuis une bonne dizaine d'années, disons. Donc il y a toute une expérience là. Est-ce qu'on en tient compte dans ces travaux sur la ville, les territoires, etc. Associer les habitants à la production de la ville, en fait, de manière collaborative. Est-ce qu'il y a une ou deux autres interpellations juste derrière vous? Bonjour, dis-moi. Juste pour avoir aussi quelques retours des décisions politiques quant aux applicatifs dans les villes et territoires. Il me semble important parce que hier, quelqu'un faisait état des conditions sur la rocade, si on est deux dans la voiture au lieu d'être un seul. J'ai l'impression que c'est toujours l'individu qui doit apporter une solution en s'adaptant et que bien souvent des situations pourraient être évitées si aussi la politique intégrait cette économie collaborative et que la collaboration donc se fasse des deux côtés. Inutile d'aller chercher pourquoi la rocade est bloquée sur 3 points principaux, c'est les 3 points principaux des zones industrielles, avec les intérêts des diverses mairies pour condenser encore plus. Je pense qu'on peut se mettre même à 4 dans la voiture. Voilà. Merci, c'est effectivement une bonne interpellation. Est-ce que le rôle des élus et des collectivités, c'est pas aussi de montrer l'exemple et d'être collaboratif aussi pour développer ce type de pratique sur le territoire? Oui. Une dernière, peut-être? Oui, Antoine Berthet. J'aimerais savoir ce que ça peut impliquer en termes d'emploi pour une territorialité. Je ne sais pas si ce mot existe d'ailleurs. Parce qu'on s'aperçoit que dans l'économie collaborative, il y a quand même peu de gens qui sont employés et les contributeurs ont un autre mode de fonctionnement. Est-ce que ça risque pas d'entraîner une productivité de la contribution au détriment de l'emploi? Merci. Effectivement, là, on touche un point un peu sensible du sujet. Cette économie collaborative, qu'est-ce qu'elle apporte au territoire? Il faut aussi réfléchir à qu'est-ce qu'elle transforme sur le territoire, et notamment est-ce qu'elle peut aller jusqu'à transformer le rapport à l'emploi. On a déjà fait un bon tour, on a plein de sujets intéressants à aborder. Moi, ce que j'ai demandé
à nos invités, c'est d'essayer d'aborder ces questions. Je vais essayer de leur demander d'aborder ces questions à travers des exemples un peu concrets. Donc certains exemples, vous en avez peut-être déjà entendu parler, d'autres non, mais on va essayer de décortiquer ces exemples ensemble et de voir qu'est-ce que ces pratiques d'économie collaborative apportent à un territoire dans un premier temps. Peut-être de commencer avec Gwendal Briand, qui lui s'est notamment intéressé aux pratiques autour de la production et de la consommation alimentaire. C'est un sujet important pour un territoire, et pour des habitants, et pour des citoyens, et pour des consommateurs. On a besoin de manger pour vivre sur un territoire. Et donc il avait quelques exemples à nous montrer pour illustrer ce que cette économie collaborative pouvait apporter dans un fonctionnement différent du territoire autour des questions d'alimentation. Tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, bonjour à tous. Alors, je vais vous parler de deux exemples concrets du territoire autour de Brest qui permettent de voir un petit peu les impacts de l'économie collaborative sur le territoire. Le premier exemple, c'est une association qui s'appelle Court-Circuit Pays de Brest. Donc, c'est une association qui fonctionne un peu sur le mode des AMAP, qui met en lien des producteurs, mais aussi des artisans, etc., avec des consommateurs. En fait, ce sont deux porteurs de projets, deux jeunes Brestois qui avaient fondé une AMAP justement, et puis qui se rendaient compte que l'impact sur le territoire était un petit peu faible, qu'ils étaient au niveau d'un quartier, et que l'AMAP restait concentrée sur la production alimentaire. Donc c'était que des paniers alimentaires. Donc ils se sont dit, on va créer une structure associative à but non lucratif, solidaire sur le territoire, dans l'idée de développer des activités autres que l'alimentaire et puis de passer à l'échelle. Donc on a beaucoup parlé de passage à l'échelle hier. Donc là, on s'entend, c'est passage à l'échelle du quartier au pays de Brest, donc c'est le bassin de vie, c'est pas le même impact, mais c'est comme l'idée de passer à un niveau supérieur. Et donc ils ont construit depuis un an maintenant leur association, et en fait chaque consommateur, comme tous les AMAP, est bénévole et membre de l'association, pardon. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont une vision un petit peu plus élargie. Ils ont pour objectif de créer des filières locales, de soutenir des filières existantes et de créer des filières un petit peu soutenables sur le territoire. De, par exemple, créer une filière de restauration collective, plutôt que ce soit des grandes entreprises, Sodebo, etc., qui viennent fournir la restauration collective, plutôt faire travailler les acteurs locaux. Donc il y a tout ce volet-là aussi de sensibilisation, de faire des rencontres, et la notion d'impact, de passage à l'échelle en fait sur le bassin de vie. Et on voit qu'il y a aussi un aspect solidaire évidemment avec cet exemple-là, parce que l'idée du pair à pair, en fait, de mettre en relation les consommateurs et les producteurs, donc redistribuer à un prix juste les producteurs locaux, et en échange aussi d'avoir des tarifs adaptés au niveau de vie des consommateurs, donc avec des tarifs un petit peu solidaires pour les personnes qui ont moins de revenus. Donc ça, c'est un volet pas forcément numérique, un peu plus traditionnel dans l'économie sociale et solidaire, mais que je trouve intéressant parce que c'est un petit peu intermédiaire entre une AMAP et puis une ruche qui dit oui ou d'autres projets comme ça. C'était le premier exemple. Juste peut-être pour cet exemple, je trouve qu'il fait écho à la dernière intervention qu'on avait. Est-ce que ce type d'activité, ce type de pratique d'économie collaborative que tu décris, contribuait à permettre à des gens de travailler sur le territoire, voire d'avoir des emplois sur le territoire? Comment est-ce que ça contribue à la dynamique économique locale? Déjà, ça a créé 2 emplois parce que les personnes se sont créées leur propre emploi. Ils ont eu un soutien financier au démarrage de la collectivité, puis maintenant ils ont réussi à développer 2 emplois. Et alors, je ne sais pas les chiffres exacts là-dessus, mais ils soutiennent derrière ça 25 producteurs sur le territoire, et il y a 140 familles qui sont membres de l'association. Donc ça fait 1 an, ça démarre, etc. Mais l'idée, c'est de structurer tout un réseau d'acteurs locaux sur le bassin de vie. Donc il y a un soutien de fonds aux acteurs, aux producteurs locaux, mais aussi les artisans, etc. Et autre, pour moi, ça fait aussi écho à une autre intervention, 2 autres interventions qu'on avait tout à l'heure, qui parlaient de l'implication des citoyens dans ce type de démarche. Tu décrivais que les consommateurs étaient aussi membres de l'association.
c'est aussi une manière pour eux de s'impliquer dans le fonctionnement de ce modèle économique, dans les décisions qui sont prises. C'est une entreprise d'économie sociale donc, qui est basée sur le système des AMAP, c'est-à-dire que chaque personne qui est membre de l'association a le droit de vote, a le droit au chapitre, et ils ont même mis en place, ce qui est intéressant, j'ai oublié de le dire, des groupes de travail thématiques, c'est-à-dire que chaque consommateur ou producteur peut travailler sur un pan pour développer l'activité, essayer de développer des nouveaux projets, etc. Et il y a des bénévoles, il y a des citoyens, donc là les gens deviennent acteurs vraiment de l'aspect consommation et alimentation dans un premier temps, mais après ça va être un petit peu plus large. Et j'ai un deuxième exemple, si je peux en parler. Vas-y. Alors c'est toujours dans l'alimentaire, mais c'est un petit peu différent dans le sens où c'est une start-up qui a été montée par 3 jeunes étudiants brestois il y a maintenant un petit peu moins d'1 an, qui s'appelle Zéro Gâchis. Donc Zéro Gâchis, c'est une plateforme web qui permet de repérer tous les produits qui sont dans les grandes surfaces et qui vont bientôt être périmés. Et donc c'est des jeunes étudiants donc, qui n'avaient pas forcément beaucoup d'argent parce qu'ils étaient des étudiants comme beaucoup. Et ils se rendaient compte qu'il y avait beaucoup de produits en grande surface qui avaient des grosses démarques, 50%, 70%, mais ils n'étaient pas forcément visibles. Parce que les grandes surfaces voulaient plutôt s'en débarrasser. Et en même temps, ils étaient conscients du fait qu'il y a beaucoup de gaspillage en France, le gaspillage alimentaire. Donc il y avait une disco soupe hier, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y passer, mais c'est en gros 750 000 tonnes de déchets alimentaires qui sont générés chaque année. Et donc partant de ce constat-là, ils ont décidé de mettre en place une application, donc en fait un site web où les personnes peuvent voir dans les grandes surfaces ou les moyennes surfaces qui sont près de chez eux quels sont les produits qui sont en ce moment avec des fortes réductions. Donc là, ils ont commencé il y a un peu moins d'1 an. Ils ont fait une phase test sur le territoire de Brest avec 6 magasins partenaires. Juste à titre d'exemple, si on prend le Leclerc de Landerneau, donc qui est à côté de Brest, qui est une moyenne surface qui fait 4500 mètres carrés, en 7 mois, ils ont vendu 140 000 produits qui étaient à forte réduction, donc 50-70%. Et alors le chiffre, c'est 10 tonnes de produits qui étaient prédestinés à être détruits, parce que généralement, ces grandes surfaces-là ne s'embêtent pas et puis ils vont mettre tout à la poubelle avec de l'eau de Javel. Et donc, ils ont sauvé 10 tonnes qui, en plus, sont des marges nettes pour les grandes surfaces. Donc, ça fait du revenu en plus pour les grandes surfaces. Donc, on voit que ça permet à la fois d'augmenter le pouvoir d'achat pour les citoyens, tout en diminuant le gaspillage. Donc, c'est encore un impact. Et là, pour le coup, il y a des chiffres concrets. Et donc, l'idée, là, c'est de passer de la phase test à passage à l'échelle, donc avec 50 grandes et moyennes surfaces d'ici à la fin de l'année, et puis plusieurs centaines l'année prochaine. Donc, là, ils sont hébergés maintenant à Paris pour développer leur projet, parce que souvent, c'est le cas des startups du coin qui montent à Paris pour... c'est un autre sujet. Voilà. Encore un exemple intéressant qui permet de répondre à pas mal de problématiques sur un territoire, des problématiques de gaspillage, des problématiques solidaires d'accès à des produits alimentaires moins chers, des problématiques économiques de marge pour la distribution. Donc c'est vraiment un modèle assez innovant, je trouve. Et juste pour ajouter, pour être vraiment précis, concrètement, pour l'instant, ce sont les grandes surfaces qui indiquent directement le matin, dire OK, là, voici mes produits qui vont être jetés. Ils les mettent sur une application et puis les consommateurs peuvent le voir. Donc, c'est une plateforme où ce sont directement les grandes surfaces qui donnent l'information. Mais à terme, donc là, on est vraiment au cœur de l'économie collaborative, c'est la communauté des zéro gâcheurs qui vont directement inscrire les produits qu'ils repèrent. Et comme ça va permettre de sensibiliser aussi les grandes surfaces et puis les inclure dans le mouvement. Donc, on part de la grande surface qui s'implique pour donner à voir ses produits, puis progressivement, ça va être la communauté. Alors, voilà, donc là, on voit que ça commence à apporter des choses au territoire, l'économie collaborative, à travers ces exemples autour de l'alimentation. Peut-être Philippe Barre peut nous dire quelques mots de ce que l'écosystème Darwin apporte au territoire sur lequel il est implanté. Comment est-ce que, qu'est-ce que ce nouveau modèle, ce nouvel écosystème économique que vous êtes en train de mettre en place, qu'est-ce qu'il apporte à un territoire? Est-ce qu'il apporte en termes social, économique, environnemental? Bonjour.
Ce qu'on apporte, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour le dire. Je vais essayer de donner quelques exemples de ce que nous faisons, mais j'aimerais surtout partager une conviction qu'on s'est forgée au fur et à mesure de la construction de cet écosystème. Nous, les maîtres mots de notre action, ça a été mener un projet collaboratif d'hybridation urbaine. Alors c'est des mots qui font un peu grossier comme ça dans une conférence, mais on essaye de mélanger les genres. Parce qu'on pense que pendant trop longtemps, on a cloisonné le développement urbain et du coup, on a un peu délité la ville. Et nous, ce qui nous tenait à cœur dans notre implantation, c'était de le faire de manière la plus écologique possible, donc de partir de la rénovation urbaine plutôt que de la construction, parce qu'on a beaucoup de choses à rénover plutôt que de les détruire. Donc on a commencé la rénovation d'une friche militaire à haut standard écologique. Et pour y placer quoi? Parce que ce qui est important, c'est ce qu'on va y faire. C'est pas l'acte de rénovation en lui-même, mais pourquoi faire? C'était vraiment pour mélanger les organisations, les PME, les petites entreprises, mais également les associations, les collectifs. On aurait souhaité avoir aussi quelques ou grosses PME ou institutions. Ça a été plus dur. Ça va justement être... je voudrais un petit peu parler de ces difficultés que l'on a eues. C'est ça qui est assez intéressant. Et l'idée, c'est de faire plus avec moins, de montrer que en période justement de crispation, de crise, la collaboration qui a toujours existé, hein, il n'y a rien de nouveau dans la coopération entre les organisations, mais elle a d'autant plus de valeur dans une période de crise parce qu'elle permet d'avoir des leviers plus puissants, notamment pour les petites organisations qui peuvent se rassembler, mutualiser leurs achats, mais également leurs réflexions, leur stratégie de développement. Et quand je parle de stratégie de développement, on ne parle pas que des entreprises, les associations, les collectifs. Une association de quartier peut avoir besoin de réfléchir à sa stratégie. Et là-dessus, je crois que c'est quelque chose qu'on est en passe de réussir. C'est que aujourd'hui, c'est à peu près 500 personnes qui sont regroupées donc sur ces bords de Garonne à Bordeaux au sein de Darwin Ecosystem, et il y a une véritable fertilité de se retrouver ensemble dans un même environnement. Et aujourd'hui, on est au-delà de nos espérances en matière de projets créés, d'emplois créés. On est à plus de 50 emplois en 6 mois. Donc c'est pas si mal, et on voit que cet esprit de coopération, il y a une réelle demande et un réel besoin. Néanmoins, je voudrais dire que si on est parti d'une utopie, on est assez idéaliste, et il faut être utopiste, je pense que c'est important. Rendre l'utopie concrète, il faut néanmoins ne pas être naïf. Et c'est pas parce qu'on parle d'économie collaborative que il faudrait pas qu'on ait l'impression que ça se fait assez facilement dès lors que l'on décrète que l'on va coopérer, collaborer. On est en train de basculer. On a un basculement de civilisation à l'échelle planétaire, ça on le sait. On a des multiples crises sociales, économiques, écologiques, etc. Ce basculement, il s'accompagne de micro-changements dans la société qui ne sont pas simples à mener. Pas simples à mener parce qu'on a des grandes organisations, qu'elles soient étatiques, territoriales, locales ou capitalistiques. Ces grandes organisations, elles ont une inertie, elles ont une façon d'avancer qui est presque en France séculaire, et c'est compliqué de collaborer, de coopérer avec ces grandes organisations. Et ce que vous disiez, monsieur, de revenir à la personne, au citoyen, le citoyen, il est dans toutes les organisations, y compris les grandes. Et je crois que ce qui est important pour réussir la coopération, c'est 2 choses. C'est déjà de considérer que le plus important dans notre relation, quand on est dans un système de petite organisation, parce que souvent
la coopération va partir du terrain de l'émergence et donc des petites organisations. Et en tout cas, pour nous, ce qui a été très important, c'est de considérer que c'est d'abord des citoyens qui sont dans ces grandes organisations à qui on parle. Et si on veut réussir à faire partir une coopération avec ces organisations-là, il est important de réactiver le lien de citoyen à citoyen que l'on a avec la personne que l'on va rencontrer à ce moment-là. Ça, c'est déjà, je pense, un principe clé. Et en même temps, il faut considérer qu'on doit être en vigilance et quelque part en résistance aussi à la dérive que cette coopération peut prendre assez rapidement du fait de l'inertie de ces grands corps. Parce que ça peut très rapidement nous entraîner dans un ralentissement de l'action de changement qu'on doit entreprendre. Et cette résistance, elle peut amener pas des affrontements, mais des crispations. Il faut pas la refuser, il faut la gérer. Et ça, c'est le gros enjeu qu'on a à relever. Si on veut mener ce passage d'une économie très compétitive et dure, mais qui en période de richesse n'est pas si difficile que ça à vivre, à un passage à une économie plus collaborative nécessaire en période de crise. Et donc il faut apprendre à gérer ces tensions nécessaires, cette résistance en même temps avec une main en permanence tendue vers le citoyen, l'individu qu'on a en face de nous, qui peut à un moment donné comprendre la réalité de ce besoin. Voilà. J'entends bien effectivement ces alertes que tu nous signales sur la difficulté de mettre en place ça. Mais moi, ce qui m'a aussi intéressé, c'est dans le début de ton intervention, tu disais on a réussi à produire des projets de manière collaborative, des beaux projets, des emplois, de l'activité. Tu peux peut-être nous donner un ou deux exemples de projets qui ont émergé récemment, de belles choses. Parce que pour dépasser les problèmes, les freins, c'est aussi bien de montrer des belles réussites et de montrer qu'on est capable de faire des choses qui ont un impact sur le territoire. Alors je parlais des emplois créés. En ce moment, c'est pas neutre. On a en fait, on a fait émerger à côté justement du développement des entreprises qui nous ont rejoints et des associations qui nous ont rejoints, qui préexistaient déjà. On a fait émerger de nouvelles entreprises qui se sont créées. Je crois que on en est déjà à 5 entreprises créées sur ces 6 derniers mois. Au sein de l'écosystème, et puis également beaucoup d'associations nouvelles autour des cultures urbaines notamment. On a un skatepark indoor qui a émergé et qui a vu le jour dans un contexte économique très frugal, ce qui fait bénéficier aux collectivités locales qui leur amènent de l'économie de moyens, parce qu'il y avait un projet de construire un skatepark indoor sur cette zone à près de 5 ou 6 millions d'euros. On vient de dépenser 300 000 euros pour le faire émerger. Il nous en manque encore 200 000 pour le finir totalement. Donc on voit qu'on est à 10 fois moins de dépenses que ce qui était programmé. Donc on voit bien que et on n'aurait pas pu le faire sans certains accords avec la puissance publique aussi. On ne l'a pas fait tout seul, même s'il y a eu des tensions, comme je le disais, mais il y a eu des accords également. Donc on voit bien que ce soit avec la CUB ou la mairie, on a réussi à mettre en place cette dynamique. Aujourd'hui, on a 18 associations qui gravitent autour de ce projet, avec des dynamiques sportives, artistiques, culturelles, citoyennes.
et ça fonctionne très bien. On a également une ferme urbaine qui est en train de naître pour montrer qu'on peut relocaliser de l'agriculture micro-parcellaire bio en ville. Ça aussi, c'est de nature, dans un quartier, à donner beaucoup de perspectives intéressantes pour les citoyens, pour les habitants dont vous parliez, monsieur. Et on voit bien que le bénévolat prend une place primordiale dans les microsystèmes. Et ça aussi, quand on parle d'alléger la ville, je pense que Thierry en parlera tout à l'heure, on est obligé de compter aussi sur cette donnée de bénévolat nécessaire à un moment donné à faire émerger des dynamiques. Et vous disiez, monsieur, mais est-ce qu'à un moment donné, ça ne tue pas l'emploi ou c'est pas en contradiction avec le besoin d'emploi? Là aussi, c'est pas simple, mais on est obligé de le gérer. Et finalement, dans toutes ces dynamiques, je pense que ce qui est important, c'est d'accepter la porosité, la souplesse, l'adaptation. Et c'est peut-être la difficulté. Mais si on n'accepte pas que la règle doit fluctuer et que la porosité qui peut peut-être paraître trouble, qui peut peut-être paraître désordonnée, cette porosité, elle est nécessaire aux adaptations que l'on doit mener en ville aujourd'hui. Merci. Et là, on voit bien à travers cet exemple que cette économie collaborative, elle permet à la fois de créer de la valeur économique, de l'emploi, du travail, des activités pour des entreprises, et ça permet aussi de créer de la valeur sociale, culturelle, sportive sur un territoire. Ça produit plein de richesses sur un territoire, et qui n'est pas forcément que de la richesse mesurée par du PIB ou la croissance. Ça en fait partie, mais il y a toute une série de richesses que l'économie collaborative permet de créer. Alors peut-être qu'on vient de reparler d'alléger la ville, alors je vais interpeller Thierry sur ce sujet. Comment est-ce que l'économie collaborative permet d'alléger la ville, et est-ce que tu as des exemples de comment est-ce qu'elle peut le faire, dans quel domaine, dans quel secteur, et qu'est-ce que ça veut dire alléger la ville? Voilà, tu as 1 minute 30. Si je repars de l'exemple que tu m'avais demandé de préparer, je vais quand même un peu utiliser. Non, en fait, j'étais parti de l'exemple du covoiturage. Et très rapidement pour dire, j'étais parti de l'exemple de cette start-up française qui cartonne en Europe, qui s'appelle covoiturage.fr ou Blablacar. Dont on a parlé hier pour ceux qui étaient là. Voilà, donc c'est des gens qui annoncent chaque trimestre 500 000 covoitureurs de plus, ils en sont à 3 millions. Ils ont fait 2 milliards de kilomètres. Alors, ils ont des infographies extrêmement marrantes. Si on avait pu, on les aurait projetées là, où ils mettent en avant comme ça toute une série de chiffres extrêmement positifs. Chaque mois, c'est 400 000 personnes qui utilisent covoiturage.fr. C'est l'équivalent de 1000 TGV remplis. Il rappelle... alors, une voiture Blablacar, ça embarque en moyenne 2,8 personnes au lieu de 1,7 pour une voiture normale. Bon, enfin voilà, je ne vais pas vous faire tous les détails. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce phénomène, c'est que, là, on est dans une logique totalement entrepreneuriale. C'est une start-up qui marche bien, qui se développe, qui a un business plan de la mort, qui trouve des relais financiers, qui n'a pas besoin de faire du crowdfunding, ils sont déjà à un autre stade. Et en même temps, ils ont réussi à développer avec leurs usagers de nouvelles dynamiques de collaboration extrêmement intéressantes. Qu'on soit covoitureur ou passager, on y gagne de toute façon. Le covoitureur, dès qu'il embarque 2 passagers supplémentaires dans sa voiture, il va réduire des 2/3 le coût de son déplacement. Et de toute façon, les passagers, eux, vont payer moins cher que s'ils avaient pris le train ou s'ils avaient pris leur propre voiture. Donc, ces espèces de dynamiques vertueuses qui font que tout le monde y gagne dans ce genre de dispositif. Deuxièmement... Est-ce que le territoire y gagne? D'accord, bon, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y gagne? Oui, il y gagne. Un bilan environnemental incroyablement positif. Tous ces gens qui n'utilisent pas leur voiture mais qui utilisent celle des autres, bon, leur voiture reste au garage. Enfin, en termes de bilan de CO2,
en termes de qualité de vie, en termes de décongestion urbaine. Enfin, il y a tout. Alors, c'est ce qu'on appelle les externalités positives. Hein, mais bien sûr que le bilan est extrêmement positif. Moi, je pense que le covoiturage à l'échelle qu'il a atteint aujourd'hui sur nos territoires, et avec 2 ou 3 autres killer apps de la consommation collaborative, comme Airbnb ou Couchsurfing, c'est une vitrine de l'innovation sociale. Enfin, on voit bien qu'au-delà des militants, des gens acquis d'emblée, a priori, si je puis dire, sur l'intérêt de ces nouvelles pratiques, l'exemple du covoiturage, c'est que ça concerne plein de monde et que chaque territoire a chez lui des covoitureurs qui sont des utilisateurs extrêmement réguliers d'une plateforme aussi importante que covoiturage.fr. Et puis, bon, on me posait la question en quoi ça allège le territoire, mais ça l'allège très concrètement. Il y a moins de voitures qui circulent sur un territoire où il y a de plus en plus de covoitureurs. C'est un peu facile comme réponse, mais en même temps, c'est extrêmement vrai. Au-delà de l'exemple de covoiturage.fr, il y a plein d'autres dispositifs qui peuvent se situer sur des logiques plus citoyennes que marchandes. Hein. À Paris, on a un système qui s'appelle Autopartage, qui n'est pas forcément mu par des logiques entièrement marchandes et qui se développe aussi extrêmement bien et qui arrive à tisser des liens extrêmement intéressants avec notamment la ville de Paris qui lui réserve des places spécifiques. Donc le Autocool. Bon, non, mais c'est absolument réparti sur tout le territoire. Et moi, je pense que c'est important qu'il y ait comme ça des killer apps de la consommation collaborative et que, d'une certaine manière, ça aide pour interpeller et faire avancer d'autres choses. Je vous donnerai un seul exemple, je peux, très rapide. Dans le cadre donc, de ce chantier qui s'appelle Alléger la ville et qui est en train de se terminer, où en fait, nous, quand on dit qu'est-ce qu'on entend par alléger la ville, c'est de se dire cette énergie, cette dynamique extrêmement productive, cette innovation ascendante, horizontale, latérale, ces capacités nouvelles que les gens ont de pouvoir produire entre eux avec un certain nombre de nouveaux intermédiaires, un certain nombre de services, ça c'est très important. Et il faut que les acteurs urbains classiques, en prennent conscience, et 2, trouvent les moyens de s'en saisir pour faire de nouvelles choses, faire autrement, faire mieux ou plus avec moins, dans un contexte de crise qui reste, au passage, je le rappelle, la première motivation des utilisateurs de dispositifs comme le covoiturage. Enfin, et pour plein d'autres choses, l'alimentation également, enfin, dans un contexte de crise qui est le nôtre, la première motivation, c'est dépenser moins d'argent, faire des économies, voire en gagner. Hein. Il y a, dans le public, dans les covoitureurs, enfin ceux qui ont des voitures, qui partagent les voitures chez covoiturage.fr, il y a 10 000 personnes sur énormément qui ont entre 500 et 1 000 euros de revenus complémentaires par mois en partageant leur voiture. Enfin, bon, voilà, les motivations sont là. Mais dans un de nos ateliers d'Alléger la ville, on avait travaillé avec un de nos partenaires, qui est GDF Suez, sur un projet réel, c'est-à-dire qu'ils sont en train de déployer une flotte de véhicules électriques sur Angoulême, avec une infrastructure de recharge. Il se trouve qu'en fait, compte tenu des budgets qui étaient les leurs, la flotte de véhicules électriques n'était pas très importante, c'était moins d'une dizaine de véhicules. Et en travaillant avec eux et avec nos autres partenaires, on est arrivé à leur faire saisir l'intérêt de pouvoir ouvrir ce système de flotte de véhicules électriques et de permettre à des habitants, des usagers du territoire d'Angoulême qui souhaiteraient acheter à plusieurs un véhicule électrique, de pouvoir bénéficier de l'infrastructure de recharge, de location, de paiement mise en place par l'acteur public pour élargir la flotte et associer d'une autre manière les usagers de cette flotte de véhicules électriques à ce dispositif mis en place par l'acteur public local. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mon explication, mais voilà de nouvelles manières d'articuler innovation descendante et ascendante. Et du coup, là encore une fois, j'insiste un peu sur mon exemple, mais bon, moins de véhicules qui embarquent plus de personnes, tout le monde y gagne, encore une fois, sur beaucoup de plans.
Merci. Ce sujet de la mobilité, il permet justement bien de montrer comment est-ce qu'on peut articuler de l'innovation ascendante portée par des startups, portée par les habitants, les usagers, les gens qui se déplacent, avec de l'innovation qui vient d'entreprises, de grandes entreprises privées, voire des collectivités, des territoires. Peut-être, je voulais interpeller Jean-Marc Hoffner sur ce sujet, qui justement a travaillé aussi sur la mobilité et qui peut peut-être justement nous partager son expérience sur le sujet, de voir comment est-ce qu'on arrive à faire travailler ensemble de manière collaborative à la fois des acteurs publics, des grands acteurs publics, voire des acteurs privés, aussi des habitants, des citoyens, autour du Grenelle de la mobilité que vous avez organisé ici, qui est un bon exemple de collaboration multi-acteurs. Tout à fait. Alors, je ne résiste pas à 30 secondes de réaction, parce qu'effectivement, on voit bien, on sait que maintenant qu'il y a des gens qui font profession d'être conducteurs de covoitureurs, donc on réinvente le taxi collectif informel, ce qui est très bien, mais les modèles économiques derrière tout ça sont très différents, même s'il y a un chapeau commun. Les Vélib et les Vcube, ça coûte très cher à la collectivité. Ne parlons pas des blue cars qui coûtent également très cher à une collectivité globale, pas forcément à l'usager. C'est des modèles économiquement quand même extrêmement différents de ce dont on a envie de parler autour de cette table, quoi. Je crois que là, il faut faire attention à ne pas trop magnifier un certain mode d'économie entre guillemets du partage, mais où parfois collectivement on alourdit plutôt qu'on allège, y compris techniquement. C'est quand même finalement assez étonnant, même s'il ne s'agit pas de dire du mal des Vélib et de Vcube, d'avoir une technologie aussi sophistiquée, un mobilier aussi lourd pour quelque chose d'aussi simple, à savoir 2 roues et une selle. Je ferme ma parenthèse. Alors effectivement, quand on passe au monde public, on est dans une autre ambiance qui est faite d'institutions finalement assez introverties, fixées sur les limites de leurs compétences juridiques et territoriales, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, en particulier les questions de mobilité, ne peuvent se résoudre, entre guillemets, que s'il y a un meilleur dialogue, pour faire vite, entre l'offre, ceux qui construisent des infrastructures, qui exploitent des réseaux de transport, des réseaux de voirie, et la demande, c'est-à-dire les usagers, les salariés, le monde de l'activité économique et sociale. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, et c'est pour ça qu'effectivement, on agence d'urbanisme et partenaires, la CUB, le CG, l'État, la région, la ville de Bordeaux, on s'est dit qu'on pouvait tester un nouveau dialogue entre ces offreurs de transport et puis ceux qui sont du côté de la demande, parce que organiser autrement la demande, gérer autrement la demande, ça devient une solution intéressante. Donc c'est tout ce dont vous avez parlé hier, entre autres, covoiturage, régulation du temps, etc. Et ce qui est à la fois intéressant et important de comprendre, c'est qu'on est vraiment, me semble-t-il, en rupture quand même assez forte par rapport aux pratiques institutionnelles habituelles, en particulier parce qu'il faut créer de la confiance. Je vous le racontais, quand on a commencé le Grenelle des mobilités, il y avait d'un côté, pour faire vite, la Chambre de commerce qui disait ils veulent tous nous faire rouler en trottinette, et de l'autre côté, les associations d'environnement qui disaient ils veulent nous refourguer le grand contournement autoroutier. Voilà. Comme si c'était impossible dans la sphère publique d'aujourd'hui de se dire qu'on pouvait juste venir discuter, échanger, se mettre d'accord sur des diagnostics, essayer de dépasser les positions institutionnelles, dogmatiques, etc. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'engagement dans un type d'ambiance qui est plus couramment, finalement, me semble-t-il, pratiqué ailleurs. En particulier la question de la confiance, d'une confiance interpersonnelle. On avait une règle un peu difficile à faire appliquer, qui est de dire, certes, on convoque des institutions, mais ensuite, c'est les gens intuitus personnels qui sont là. Parce que s'il y a cette catastrophe en termes de dialogue, de la représentation des institutions, donc s'il n'y a pas d'accumulation dans les échanges, on va tout rater.
Voilà, donc c'est vrai que dans ce qu'on pourrait appeler une économie publique du partage, les pratiques peuvent être assez facilement transférées plutôt du monde de la société civile et du monde économique. Avec l'idée forte du Grenelle des mobilités, mais qui était aussi celle du projet métropolitain, la mutualisation. Voilà, dans le projet métropolitain, il y a un titre qui s'appelle les espaces et les temps en partage. On revient toujours sur cette même idée. Une voiture particulière, elle est utilisée 5% de son temps. Un établissement d'enseignement, que ce soit une école maternelle ou un campus, il doit être utilisé une petite moitié de son temps potentiel. Donc là, en termes de logique économique, rentabiliser les investissements, ça passe par la mutualisation. La mutualisation, c'est aussi une façon de produire de la mixité, parce que si on fait coexister à un moment ou à un autre dans la journée plusieurs usages, on va créer de la mixité fonctionnelle, donc de la mixité intergénérationnelle, comme on dit, donc aussi de la mixité sociale. Et puis, c'est aussi une façon de réduire la consommation de l'espace, c'est aussi une façon de retrouver, de réinventer ce qu'on appelle peut-être un peu trop simplement la proximité, parce que la proximité, ce n'est pas seulement sur le quartier, ça peut être près du lieu de travail, etc. Et c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment avec la Cube et avec la Poste autour d'un des grands travaux métropolitains qui s'appelle la métropole du quart d'heure, pour justement arriver à mutualiser un certain nombre de services, publics ou non d'ailleurs, autour d'un lieu qui peut également participer à la réduction de la fragmentation urbaine qui s'est développée depuis quelques décennies dans nos territoires. Merci. Donc, votre intervention fait un peu écho à une des dernières questions qui était posée sur la place des collectivités, le rôle du politique pour impulser et soutenir ce type de démarche et cette économie collaborative. Et je trouve que vous montrez bien qu'elle doit aussi montrer l'exemple, la collectivité. Si vous arrivez effectivement à mutualiser vraiment des équipements publics, c'est une manière de montrer l'exemple d'aller vers de la mutualisation. Si vous arrivez effectivement à faire dialoguer ensemble du public et du privé pour mutualiser des équipements, ou c'est encore plus fort. Le Grenelle de la mobilité, est-ce qu'il va y avoir des projets concrets qui vont en sortir? Vous avez quelques exemples qui sont en cours? Je ne sais pas, une flotte de véhicules qui va être mutualisée entre le conseil général et la ville, ou un lieu qui va... Quoi, je ne sais pas. Ou une école qui va servir à autre chose qu'à des élèves. Alors... la plupart des mesures qui ont été proposées par les grenellistes, elles sont effectivement partenariales. C'est-à-dire, donc c'est là que se joue l'essentiel de l'affaire. C'est effectivement, est-ce que quand on parle de, je prends l'exemple simple, la mobilité piétonne universelle, l'idée que finalement un système de mobilité, c'est des piétons. Voilà. Des piétons éventuellement aidés par une voiture, un tram, enfin, voilà, c'est le piéton. Ça, c'est vrai que tout le monde est impliqué. Par exemple, autour d'un levier qui nous semble tout à fait intéressant, c'est à l'école sans voiture. Si on arrive à faire en sorte que les bambins aillent à l'école autrement qu'accompagnés par leurs parents en voiture, non seulement on leur donne une culture de la mobilité différente que celle qu'ils ont aujourd'hui. On permet aux parents de rompre une chaîne de déplacement qui les contraint à être dans leur voiture à 8h30 et donc à 8h37, tous en même temps sur la rocade. Et on permet l'apaisement de la circulation autour du quartier. Ça implique les communes, le conseil général s'il s'agit de collège, le rectorat, ce qui n'est pas le plus simple des acteurs. Voilà, c'est plutôt ça. Pour le coup, là, les mesures, finalement, elles sont assez consensuelles. Tout se joue dans la mise en œuvre. On va essayer, pour conclure cette table ronde, je vais vous demander, donc, notamment aux autres, est-ce que vous avez des propositions concrètes de comment est-ce qu'on peut faire pour développer cette économie collaborative sur un territoire?
une piste concrète. Alors là, le thème de la mutualisation d'équipements, de services, de démarches et de stratégies, je pense que c'est un axe intéressant. Gwendal, tu avais un autre exemple de quelque chose qu'on pouvait mettre en commun pour travailler et développer cette économie collaborative sur un territoire. Et ce n'est pas un objet physique? Non. C'est de la connaissance? J'ai deux exemples, en fait. J'ai deux thématiques. C'est ça. Le premier exemple, c'est comment créer de la connaissance partagée. Et comment cette connaissance-là permet après d'avoir des leviers et de permettre de faire avancer les choses sur les territoires. Alors, je vais vous parler d'un projet qu'on développe avec notre association Colporter. On a reçu un financement de la région Bretagne sur 2 ans pour mener une recherche-action sur les dynamiques territoriales de la consommation collaborative en Bretagne. Donc l'idée, c'est... on travaille avec une sociologue, Annabelle Boutet, qui est spécialiste des usages du numérique et de l'e-inclusion. L'idée, c'est à la fois de créer du savoir qui est utile pour la recherche, mais aussi pour tous les acteurs impliqués dans la consommation collaborative. Donc déjà, c'est de mieux comprendre ce qu'est ce phénomène de consommation collaborative qui est quand même récent sur ce sujet-là. Le deuxième point, c'est d'identifier et de catégoriser les projets qu'il y a en Bretagne. Quels sont les types de projets qui émergent? Est-ce qu'ils sont plutôt de l'économie sociale et solidaire? Est-ce qu'ils sont plutôt des startups? Est-ce que c'est plutôt l'alimentaire, etc. Et donc ça, c'est plutôt sur la première année. Et la deuxième année, c'est questionner les usages qu'il y a derrière, parce que c'est une question qu'on trouve vraiment très importante. Pourquoi les gens utilisent des nouveaux services de consommation collaborative? Quels services ils utilisent? Quel rapport ils ont au numérique? Parce qu'aujourd'hui, on parlait de fracture du numérique il y a quelques années, mais la fracture maintenant est plus vraiment dans l'accès, parce qu'il y a plus de 90% des gens qui ont accès à Internet. Mais la fracture maintenant, elle est dans l'usage. Qu'est-ce qu'on fait d'Internet? Est-ce que j'allume mon ordinateur pour aller sur Facebook, sur YouTube, et puis c'est tout? Ou comment je fais pour avoir accès à plein d'autres services? Comment tous ces services-là pourraient m'apporter des choses dans la vie quotidienne? Donc c'est toutes ces questions-là de l'usage qu'on va questionner, qu'on commence à questionner, qu'on questionnera plutôt dans la deuxième année. Donc tout ça, c'est le premier volet, créer du savoir qui est utile à la fois pour les chercheurs, mais aussi pour les acteurs de la consommation collaborative. Est-ce que ça veut dire concrètement que ce savoir, vous allez le diffuser, le partager, ou est-ce qu'il va être en accès libre, ou est-ce qu'il va rester dans les labos de recherche? Tout ce qu'on produit au sein de l'association Colporter est en Creative Commons, c'est-à-dire qu'on crée du bien commun. Si vous avez entendu Michel Boens hier, pour nous, c'est très important que la connaissance soit un bien commun. C'est qu'on mette... que tout le monde puisse accéder à la création de connaissances de tout le monde, et puis qu'après, le modèle économique se crée derrière cette connaissance-là, mais pas sur la connaissance. Donc tout est libre. Vous allez sur notre site, vous avez tout, et vous pouvez tout reprendre. Par contre, il faut quand même nous citer, parce que la Creative Commons, c'est pas non plus... il y a quand même un droit d'auteur. Donc on cite la personne, on réutilise la même licence, mais on peut la modifier, même la vendre, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Donc le premier volet, c'était créer du savoir. Le deuxième volet, c'est... contribuer au développement de ce mouvement-là, de la consommation collaborative en Bretagne, parce que à travers cette recherche-action, on va aussi chercher à mettre en réseau ces acteurs-là. On en parlait, il y avait plusieurs questions là-dessus, je vais pouvoir y revenir sur mon deuxième exemple, mais ce phénomène-là de la consommation collaborative et encore plus de l'économie collaborative, tu l'as dit Émile, c'est que ça rejoint des motivations, des univers, des statuts très différents. Et donc l'idée, c'est que des associations qui se reconnaissent de l'économie sociale traditionnelle puissent connaître et puis peut-être travailler avec des startups qui ont un petit peu les mêmes objectifs. Le deuxième point, c'est pour contribuer au développement de la consommation collaborative, c'est d'identifier à travers les analyses des porteurs de projets et des usages, quels sont les freins et les facilitateurs en Bretagne pour développer ce mouvement-là. Et donc là, c'est un petit peu un outil d'aide à la décision politique pour la région qui nous finance, c'est comment faire pour le développer. Et le troisième point, c'est commencer, et je dis bien commencer, à envisager les impacts sur les territoires, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'études poussées sur les impacts. On parlait des emplois tout à l'heure. Est-ce que ça crée des emplois? Est-ce que ça en supprime? L'impact environnemental, etc. Donc on a des pistes, on pense à des choses, mais il n'y a pas encore vraiment de faits concrets. Donc on va commencer à envisager les impacts, mais je pense que ça mériterait une recherche-action ou une thèse là-dessus. Donc ça, c'est le premier projet. Donc, pour répondre à ta question, quel levier pour développer l'économie collaborative? Par exemple, financer, créer un fonds pour permettre de la recherche-action entre les acteurs
de terrain et la recherche, et que cette connaissance soit libre et accessible à tout le monde. Donc c'est le premier point. C'est un peu comme quand on crée du logiciel open source, on partage le code source. Là, vous partagez le code source de démarches collaboratives pour que ça puisse derrière donner des idées aux gens, leur permettre de répliquer, d'avancer sur leur propre projet. Tu fais le lien excellent avec mon deuxième point. Avec le deuxième exemple. Voilà. Très rapide, le deuxième exemple. Très rapide. Bon, alors je vais faire ça rapide. Le deuxième exemple, c'est une démarche qui s'appelle Bretagne Créative, qui est une démarche menée, qui est initiée et soutenue par la ville de Brest, mais qui est vraiment composée de beaucoup d'acteurs associatifs, beaucoup de citoyens. La ville de Brest, en fait, met à disposition du temps de salariés et donne accès à des salles, du prêt de matériel, etc. Mais il n'y a pas de... Voilà, ils portent la démarche, mais c'est juste ça. L'idée derrière ça, en très rapide, c'est de créer un terreau fertile pour permettre de multiplier les projets d'innovation sociale ouverte. Comment, je reformule, comment en utilisant la collaboration ouverte, en croisant les réseaux, en donnant à voir son projet, en expliquant ce que l'on fait, en expliquant les recettes libres de notre projet, comment en rencontrant, en partageant nos compétences avec les autres, on peut multiplier les projets d'innovation sur le territoire. Tout ça en utilisant évidemment les pratiques de collaboration ouverte, c'est-à-dire que n'importe qui peut reprendre les contenus, peut se réapproprier tout ça. Et donc l'idée, c'est à la fois via une plateforme, on donne à voir les projets, on explique notre projet. Voilà. Parce que si je vous donne juste un exemple très, très concret pour expliquer un petit peu les recettes libres, je vous montre une photo d'un gâteau, un kouign-amande par exemple, un bon gâteau breton, ou un cannelé, on est au local. Je vous dis, voilà, j'ai fait un super gâteau. Ok, et comment je le fais? Bah, je sais pas. Donc pour le faire, il faut avoir une recette. Il faut dire, il faut mettre tant de sucre, il faut mettre tant de beurre, du lait aussi, je pense, un petit peu de rhum. Je l'ai goûté, un petit peu de rhum. Et donc c'est expliquer toutes les étapes, tous les ingrédients, comment on a fait, quels ont été les problèmes. Ah, j'avais mis le four trop chaud. Donc voilà, c'est expliquer tout ça et de multiplier toutes ces recettes-là pour qu'après, moi je vais retester après chez moi en revenant en Bretagne, je vais tester cette recette-là. Et puis je vais mettre, au lieu de mettre du rhum, je vais mettre, je sais pas moi, du whisky. Voilà. Et je vais dire, ah bah tiens, ça donne un autre goût, c'est bien. Et donc, progressivement, à la manière des codes sources, on augmente, on améliore et chacun l'adapte à son territoire, parce qu'évidemment, c'est pas les mêmes cultures. Donc comment, en libérant la connaissance et en collaborant effectivement sur des projets, eh ben on peut permettre de développer des innovations sociales et puis des projets d'économie collaborative. Voilà en très court. Alors merci, ça c'est un levier très intéressant. Ça ne demande pas des millions d'investissements, de partager de la connaissance sur les projets. C'est une piste. Alors Thierry, il avait une autre piste, alors pareil, très bref, mais c'est aussi des choses dont on va parler, je pense, tout à l'heure un petit peu. Donc, oui. Donc autour des lieux, enfin, il est clair, ça a déjà été évoqué. D'une manière générale, il y a au niveau des territoires, et notamment des territoires urbains, une sous-utilisation, une sous-exploitation notamment des bâtiments publics, des lieux publics. Ils ne sont pas occupés la nuit, pendant les vacances, le week-end. Enfin, et oui, il y a toute une expo en ce moment sur la nuit en ville, au pavillon de l'Arsenal à Paris, je vous recommande, qui est extrêmement intéressant. Bon, et là-dessus, c'est pas très compliqué, mais il faut dépasser. Moi, j'aimais beaucoup ton terme de crispation tout à l'heure. Effectivement, la consommation collaborative génère plein de crispations au niveau des interlocuteurs publics ou des délégataires de services urbains qui sont avec eux sur ces questions-là. Mais si je devais donner un exemple, je parlerais plutôt d'imaginer de nouveaux lieux pour accompagner, diffuser, amplifier cette nouvelle culture du bricolage, de la réparation, du recyclage. Les Fab Labs, mais on en a parlé hier, le Do-It-Yourself sont un excellent exemple de ces nouveaux lieux où se développe cette nouvelle culture, ce nouveau rapport à l'objet, ce nouveau rapport à la connaissance autour des objets, la manière dont on peut les transformer, les détourner, les améliorer. Le Lab Fab, qui est le Fab Lab de Rennes, est en train de développer une prothèse de main basée sur Arduino et évidemment basée sur toute l'écologie de la connaissance qui est caractéristique des Fab Labs, c'est-à-dire qu'ils se partagent plein d'informations entre les Fab Labs du monde entier et ils bricolent, ils expérimentent et ils font des
prothèses qui coûtent 50 fois moins cher que les prothèses officielles. C'est une avancée extrêmement intéressante. Ces gens-là, il faut leur donner des lieux, des espaces. Ils ont besoin simplement de pouvoir être abrités à un moment donné, de pouvoir accueillir du public et pouvoir transmettre ces nouveaux savoirs et développer cette nouvelle culture, cette nouvelle relation à l'objet. Bon, les Ripper Café, il y en a déjà quelques-uns ici et surtout ailleurs en Europe. C'est un excellent exemple aussi de la manière dont on peut offrir, abriter, héberger, offrir l'hospitalité à ces nouvelles communautés très actives sur les territoires et capables de développer ces nouvelles cultures plus frugales. C'est toi qui as employé le mot aussi. Enfin, encore une fois, il faut tous qu'on apprenne à faire mieux avec moins. Et ces lieux-là sont nécessaires pour développer cette culture. Merci. On va s'arrêter là. J'espère qu'on a essayé de répondre à un maximum des questions que vous avez sollicitées. Je vais te laisser la parole pour une dernière interpellation. On a vu que on pouvait, sur un territoire, pour développer ces pratiques d'économie collaborative, partager de la connaissance, construire des choses autour de lieux, créer des lieux qui permettent de faire émerger ces pratiques-là. Et peut-être juste pour conclure, effectivement, Philippe, une dernière interpellation, une dernière... Oui, je voudrais très bref, rebondir sur deux choses. En tant qu'utilisateur, d'abord par rapport au covoiturage, pour montrer justement quelle richesse on peut en tirer au niveau territoire, mais également personnel. Je devais partir à Berlin il n'y a pas longtemps. J'avais 3 solutions classiques. Soit je devais partir pour le week-end, soit je prenais l'avion, 70 € low cost, accessible, mais avec tout ce que ça implique écologiquement et personnellement, je ne le souhaitais pas. Soit je partais en train, c'était 450 €, trop cher. Soit je partais en voiture, trop fatigant pour le week-end, tout seul. J'ai fait le covoiturage. J'ai fait beaucoup d'autostop dans ma jeunesse, donc j'en voyais quand même aussi la richesse. Et je suis parti, je crois, j'étais à Paris à ce moment-là. Je suis parti à minuit, donc grâce au site de covoiturage. Je suis arrivé à 10h30 le matin à Berlin et je me suis fait un pote. On a échangé, il se trouve qu'il y avait des points communs sur une friche nantaise qui est en émergence et du coup on est en relation et on est en train de monter un projet ensemble. Je serais parti en avion de manière assez classique, j'aurais été en transit en permanence, j'aurais rencontré certainement très peu de monde. C'est juste pour mettre en exergue que ce genre d'exemple de collaboration amène bien plus que uniquement de l'économie financière de moyens. Voilà, c'est véritablement un chemin et un chemin fructueux. Et sur la notion d'open source, un autre exemple que je tiens à donner, c'est que depuis qu'on a lancé Darwin, on nous propose énormément de collaboration parce que nul n'est prophète en son pays, surtout à l'extérieur. Alors il y a eu Toulouse, il y a eu Casablanca, Mulhouse, Paris aussi sur une friche, et où on avait l'opportunité finalement de se placer commercialement, soit en tant que consultant, soit même en tant que promoteur, des fois on nous a proposé. Et à chaque fois on a refusé, parce qu'on pense que si on arrive un peu à réussir ce qu'on est en train de faire chez nous, c'est parce qu'on est d'ici. Et puis on a une conviction, c'est qu'en mettant en place notre démarche de manière open source, c'est bien plus fructueux, c'est-à-dire qu'on se met à disposition pour raconter, comme tu le disais, ce que l'on a vécu, la recette de cuisine, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. On la met à disposition et on espère en effet qu'elle soit le plus possible modifiée. Et ça, c'est, je crois, une logique qui est bien plus fertile que d'arriver en voulant vendre une recette de cuisine qui ne doit pas être changée absolument. On ne détient pas la vérité, mais on peut permettre d'être à un moment une étape dans la transformation. Et un autre exemple très rapide, on va ouvrir un restaurant prochainement à Darwin, à l'automne prochain. On a décidé d'accepter que l'on puisse venir avec sa gamelle
On viendra déjeuner dans ton restaurant pour que tu nous racontes. Qu'on puisse amener sa gamelle, ce qui est pas beaucoup le cas en France, parce qu'il faut absolument consommer, acheter quand on vient sur un lieu de consommation. Et on pense que là aussi, les croisements, en acceptant que des gens arrivent avec leur nourriture et d'autres qui achètent sur place, va générer, là encore, de nouvelles choses. Voilà. Voilà, donc pour développer l'économie collaborative, plein de pistes. Merci